Thierry de Montbrial, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'Institut français des relations internationales. Mais vous avez aussi un parcours d'universitaire, d'économiste, vous avez de multiples titres. Vous êtes aussi le président de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez un passé très ancré dans les relations internationales et la diplomatie. D'abord, comment expliquez-vous, 42 ans après la création de l'EFRI, le succès de cet institut, de ce think tank ? Bon, parce que je crois qu'on a fait du bon travail, c'est-à-dire qu'on a bien compris dès le début ce qu'il fallait faire et on s'est bien adapté ensuite au changement du monde sous toutes ses formes. La France, en fait, n'avait pas d'institution comme celle-là. Et en effet, quand j'ai créé l'IFRI, je me suis inspiré, j'ai beaucoup voyagé pendant les années précédentes, parce que j'avais été le premier directeur du Centre d'analyse et de prévision, et maintenant Centre d'analyse et de prévision stratégique du ministère des Affaires étrangères, et j'avais observé l'existence de ce vaste réseau, pas seulement occidental, mais aussi par exemple en Union soviétique à l'époque, et un peu plus tard en Chine, d'institutions de ce type, et je me suis dit qu'il fallait créer quelque chose comme ça en France. Et effectivement, ça a bien pris. Mais je pense que ça a bien pris parce que dès le départ, nous avons travaillé pour avoir une équipe de chercheurs de grande qualité. Beaucoup sont devenus connus d'ailleurs à mesure que les années passaient. Il y a donc cette dimension de recherche qui est absolument capitale, de recherche qui n'est pas une recherche typiquement universitaire, c'est une recherche de terrain qui est en contact avec l'action. L'IFRI, comme nous disons, est policy oriented, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de la philosophie, nous réfléchissons par rapport à l'action, qu'il s'agisse des États ou d'ailleurs des entreprises. Et puis par ailleurs, nous recevons de nombreuses personnalités du monde, depuis ce qu'on appelle les grandeurs d'établissement, les chefs d'État, de gouvernement, etc., et toutes sortes de personnalités. Alors tout ça, c'est un métier qui n'existait pas et que nous avons créé et qui fait que l'IFRI, en effet, est très reconnu dans le monde entier aujourd'hui, mais ce développement n'est pas fini, il y a encore beaucoup à faire. Oui, donc votre combat, c'est aussi par les idées, le combat des analyses, et dans un monde de plus en plus complexe. Vous publiez un excellent rapport depuis des années, un rapport annuel, Ramsès, qui essaie de décrypter le monde, ses vibrations. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les outils pour déchiffrer un monde qui devient vraiment opaque ? Alors, d'abord, la première chose, on parle d'idées. D'ailleurs, vous avez employé tout à l'heure le mot think tank. Bon, au moment de la création de l'IFRI, je pense que des gens comme moi étaient les seuls à connaître ce mot think tank, qui est en fait importé des États-Unis et dans un contexte assez différent. Mais aujourd'hui, je l'emploie le mot think tank avec des pincettes, parce que tout est think tank. Vous et moi, nous déjeunons ensemble. Voilà, nous sommes catalogués think tank. C'est le nouveau think tank de la journée, si vous voulez. Et dans la presse, par exemple, n'importe quel cercle de pensée, de gens qui se réunissent régulièrement pour parler de ce que vous voulez, on les appelle think tank. Bon. Alors moi, je suis très méfiant de ce terme, et même si nous l'utilisons encore, mais avec des pincettes, et je préfère dire nous sommes un institut de recherche et de débat sur les questions internationales. Comme ça, c'est précis. Alors, la méthode, il s'agit de comprendre le monde. Nous essayons de ne pas faire d'idéologie. C'est très difficile parce que vous voyez par exemple dans la guerre actuelle d'Ukraine le poids de l'idéologie. Donc nous essayons, en tout cas c'est ma doctrine personnelle que j'essaye depuis 42 ans d'inculquer dans cette maison, c'est que nous devons être aussi
objectif que possible, de regarder les choses avec une certaine distance critique. De façon, c'est la seule manière aussi de pouvoir faire des prévisions pas trop mauvaises. Aujourd'hui, on le voit, ce que vous dites, c'est très, très important quand on voit que le multilatéralisme, par exemple, aujourd'hui, est véritablement mis en équation et surtout en difficulté. Comment aujourd'hui construire un monde qui est en train de se défaire et où il est difficile de s'orienter vers une forme de rationalité, en tout cas relativement maîtrisable pour expliquer ce qui nous arrive? Alors, la première chose, c'est que la plupart des commentateurs ouvraient un journal, ouvraient une radio, une télé ou n'importe quoi, et vous voyez que les gens parlent généralement, si on prend l'exemple de l'Ukraine, sur le registre de l'émotion. Bon. Et ça va très vite aux extrêmes. Et donc, il est extrêmement important de comprendre, dans une situation comme la guerre d'Ukraine, les forces en jeu sans immédiatement s'associer au combat du bien contre le mal, la démocratie contre la dictature, etc. etc. Parce que si on n'est pas capable de se sortir de ces simplifications, parfois outrancières, on ne sera pas utile. À la rigueur, on soufflera sur les braises. Bon, si on dit aujourd'hui, s'agissant de la guerre en Ukraine, qu'il faut faire attention et que le fait que les deux camps en présence, c'est-à-dire la Russie, bien entendu, d'un côté et du côté occidental, l'Ukraine, bien sûr, mais les États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui sont les maîtres du jeu actuellement, que si on interprète ça uniquement en termes, une fois de plus d'ailleurs, de combat du bien contre le mal, de la démocratie contre l'obscurantisme, contre la dictature, etc., on va probablement dans le décor, parce que dans une situation de ce genre, si les buts de guerre sont totalement radicaux et des deux côtés, eh bien, il y a forcément, comme dans toute guerre, un moment où ça échappe au contrôle des uns et des autres. Donc notre rôle à nous, c'est d'essayer d'être le plus objectif possible. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, est-ce que vous avez le sentiment, vous qui avez connu des situations de guerre froide, des crises majeures pendant ces dernières années, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'un basculement dans un autre paradigme, une nouvelle guerre froide et d'ailleurs on n'en connaît même pas la couleur et son évolution? Je vais vous donner un exemple plutôt que de disserter sur la question que vous me posez. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il se passe que, rallié derrière la bannière ukrainienne portée par le président des États-Unis, ce qu'il n'a pas fait tout de suite d'ailleurs, il l'a pris un certain temps, nous sommes tous comme un seul homme, l'Europe et les États-Unis, dans une politique de sanctions indéfinies. Sanctions qu'on rajoute aux sanctions, qu'on rajoute et ainsi de suite. Bon. L'industrie des sanctions. C'est-à-dire que c'est devenu une façon de faire la guerre par proxy, si vous voulez. Mais personne ne réfléchit sérieusement aux conséquences de tout cela. Et évidemment, c'est assez pratique parce que on n'envoie pas d'hommes. Donc ceux qui font la guerre physiquement, ce sont les Ukrainiens et du côté russe, bien entendu, les Russes. Bon. Mais on n'envoie pas d'Occidentaux, on n'envoie pas d'Américains, d'Européens, etc., de l'Ouest, etc. Bien. En revanche, et on commence à peine à sentir les effets économiques. À peine. Mais vous voyez bien que si on réfléchit un peu plus loin, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir, bien entendu, un accroissement massif de la désorganisation des rapports économiques internationaux, une inflation qui va s'aggraver,
Aujourd'hui, les Français, par exemple, se plaignent de la diminution de leur pouvoir d'achat, mais il faut bien la payer, cette guerre. Tout ça, il faut le payer. Donc oui, il y aura une diminution du pouvoir d'achat durable. Durable. Mais vous voyez, personne n'en parle dans ces termes. Et au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir à un certain moment, dans les mêmes pays occidentaux qui aujourd'hui empilent les sanctions avec tant de zèle, on peut avoir des réactions des populations qui n'accepteront pas les conséquences sur eux de cette guerre. Donc vous voyez, il faut réfléchir à tout cela et y réfléchir à temps. Mais cela montre bien qu'on va piloter à vue dans un monde complètement que personne ne maîtrise vraiment. On le voit dans le cas qui est à ciel ouvert devant nous, le conflit Ukraine-Russie. Ces incertitudes échappent à tout le monde. Et comment aujourd'hui on va converger vers quelque chose qui va nous éviter vraiment des malheurs? Aujourd'hui, au moment où nous parlons, rien n'indique que l'on va converger. Dans la suite de ce que je viens de dire, prenez le problème de l'alimentation, le problème de la sécurité alimentaire. Vous voyez que tout récemment, l'Inde a décidé de cesser d'exporter du blé et de conserver ses productions pour sa propre population. Bon. Ces genres de choses qui est présentées comme ça d'une manière relativement banale au passage, ça a des conséquences qui vont évidemment en sens diamétralement opposé de tout ce que les libéraux ont expliqué pendant des décennies au sujet du commerce international. Mais on est en train de préparer des situations catastrophiques qui commencent déjà à se manifester dans ce qu'on appelait jadis le tiers-monde. Bon. Et ce tiers-monde, si on appelle aujourd'hui tiers-monde tout ce qui n'est pas Occident, Russie ou Chine, ce tiers-monde, ces combats, cette guerre, ça n'est pas la leur, bien évidemment. Donc ça va avoir des conséquences aussi absolument immenses. Alors je crois qu'actuellement, les gens parlent d'une manière un peu cursive, si vous voulez, ou discursive de ce genre de problème. Et comme la politique, en particulier dans les régimes démocratiques, dont nous sommes par ailleurs très fiers, c'est l'art du court terme, nous risquons en effet de nous trouver dans des difficultés très grandes sur de nombreux plans, disons, dans les mois qui viennent. Comment appréhendez-vous, on le voit, votre champ d'action, c'est plusieurs zones géographiques du monde. Aujourd'hui, l'Afrique, on le voit, c'est la dernière frontière en termes de levier de croissance, en termes de besoin de développement, mais ça risque aussi de devenir un champ clos, le champ clos des rivalités et des conquêtes à venir. C'est que comment aujourd'hui positionnez-vous sur ces sujets qui sont pour la France aussi très importants? Alors ce point est absolument capital. Vous parlez de l'Afrique, auquel je m'intéresse d'ailleurs personnellement de plus en plus, mais enfin l'IFRI est très engagé de plus en plus aussi dans l'IFRI et tout ce qui s'y rattache. Mais deux choses. La première, c'est que le b.a.-ba de la politique étrangère, c'est qu'il faut s'occuper, quel que soit le pays, la priorité, c'est s'occuper de ses flancs, bon, c'est-à-dire des voisinages. Bon. Or, pour nous, Français, et plus généralement pour l'Europe, l'Europe autant qu'Union européenne, particulièrement l'Europe du Sud, mais pas seulement l'Europe du Sud, l'Afrique, c'est le voisinage immédiat. En fait, nous avons un flanc sud qui comprend l'Afrique et le Moyen-Orient, et un flanc est qui comprend, disons, le monde slave, ex-Union soviétique, etc. Bon. Et sous l'influence d'ailleurs des pays du Nord de l'Europe, influence qui est de plus en plus grande et de plus en plus soumise aussi à la pensée anglo-saxonne, nous négligeons ces problématiques du Sud. Or, l'Afrique, elle est en train de redevenir, parce qu'elle l'a été aussi à l'époque de la guerre froide,
la proie de toutes les convoitises extérieures. Bon, l'Afrique aujourd'hui, elle est soumise, c'est la guerre indirecte, la Russie est extraordinairement active et le sera probablement de plus en plus, mais aussi les convoitises de la Chine, de l'Inde, etc. etc. Et ce ne sont pas des actions désintéressées. Et nous, il faut que nous arrivions, nous, Européens, à créer dans l'esprit un peu de Jean Monnet, au moment de la création de l'Europe, cette idée que nous avons des intérêts de solidarité commune, de long terme. Mais pour ça, il faut aussi des moyens. Et ça nous ramène à un autre problème, particulièrement pour la France, ce sont ces moyens économiques. Oui, alors justement, c'est-à-dire que pour revenir à ce que vous disiez, l'importance stratégique de l'Afrique, comment expliquez-vous, vous racontez des enjeux majeurs et on voit que la France est rejetée en Afrique, il y a un vrai déclin, en tout cas peut-être un déclassement, mais qu'est-ce qui explique l'inaction ou en tout cas les erreurs d'appréciation pour pouvoir, ce que vous dites, rattraper ce duo, parce qu'il y a une forme d'intimité profonde de la France avec ce continent? Alors, oui, il y a une intimité profonde, mais vous avez toutes sortes de forces idéologiques qui sont d'ailleurs aussi manipulées par les puissances extérieures, comme la Russie, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Mais le temps de l'autocritique, c'est aussi important. Qui exploite, bien sûr, mais qui exploite aussi le thème du néocolonialisme, etc., etc. Bon, et pour contrer ce genre de choses, d'abord, ce sont des actions de long terme. Sans doute n'avons-nous pas été suffisamment vigilants, suffisamment tôt. Mais pour contrer des questions de ce type, c'est-à-dire qui sont liées au fond à la notion de propagande au sens large du terme, il faut des moyens. Et je pense que l'un des drames de la France, c'est la faiblesse de son économie. Bon, moi je suis de ceux qui, depuis des décennies, puisque j'ai des décennies derrière moi, je ne cesse de répéter qu'on ne peut pas avoir de grande politique étrangère si on n'a pas une économie forte. Et pour avoir une économie forte, c'est d'ailleurs ce que le général de Gaulle, la première chose qu'a fait le général de Gaulle en revenant au pouvoir en 1958, ça a été d'assainir l'économie française et en prenant des mesures qui étaient à l'époque extrêmement difficiles à prendre. Vous proposez, d'une certaine manière, vous êtes impliqué dans une forme de soft power. Vous avez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez aussi créé un outil qui s'appelle Policy Foreign Conference. World Policy Conference. Yes. Voilà, WPC. Yes. Et vous avez des années d'exercice là-dessus. D'abord, cet outil, est-ce que dans la complexité qu'on a aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas uniquement la guerre Ukraine-Russie, mais il y a aussi l'enjeu de la Chine, l'enjeu de la Turquie en Afrique, l'enjeu d'autres pays. C'est-à-dire que comment aujourd'hui mettre de la cohérence dans cette réalité ? Alors, je vais vous dire deux choses. La première, vous venez de mentionner la Turquie, par exemple, et la Chine. Bon, si vous regardez la question immédiate de l'élargissement de l'OTAN à la Finlande et à la Suède, le seul pays de l'OTAN qui se comporte d'une manière un peu gaulliste ou gaullienne, c'est-à-dire en osant mettre en avant ses propres intérêts nationaux, c'est la Turquie. Bon, c'est intéressant à noter au passage. En ce qui concerne la Chine, comme nous n'avons pas le temps, je me bornerai à dire que contrairement à ce que j'entends dire tous les jours, je crois que les Américains ne sont absolument pas distraits par l'affaire ukrainienne. Je crois qu'ils ont très rapidement compris qu'en renforçant l'OTAN, en mettant un peu la main, en se mettant en commande dans la guerre d'Ukraine, ils mettent tous les membres de l'OTAN derrière eux pour, dans un deuxième temps, faire face à la Chine. Parce que je pense que leur objectif fondamental, c'est que l'OTAN soit aussi au service de leur politique de long terme par rapport à la Chine. Là aussi, il y a une réflexion tout à fait
insuffisante, me semble-t-il. Bon. La World Policy Conference, je l'ai créée en 2008 avec l'idée justement de gouvernance mondiale. Le problème, c'est que nous sommes de plus en plus interdépendants, et en 2008, il se trouve que la première édition, c'était juste après la faillite de Lehman Brothers, ouais. Mais ça a été conçu avant, mais c'était un petit peu encore la fin de l'ère de Fukuyama, la fin de l'histoire, etc. etc. Or, moi, je crois avoir très vite compris que le maintien d'un monde que j'appelle maintenant raisonnablement ouvert, bon, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile. Malheureusement, toute l'évolution depuis n'a fait que renforcer cette vérité. Et prenez par exemple le climat. Bon, le climat, c'est un sujet maintenant très palpable pour nous tous. Bon, il n'empêche que la coopération internationale va complètement à volo. Et quand vous avez des crises comme la crise actuelle en Ukraine ou la pandémie avant, etc., eh bien, vous voyez émerger une contradiction absolue et totale entre les objectifs auxquels la plupart prétendent souscrire, de décarbonation, etc., et la réalité qui fait qu'on produit de plus en plus de charbon et ainsi de suite, et que les pays qui veulent tout seuls prendre des mesures dans le sens de la décarbonation, ils risquent, face à la concurrence internationale, de se trouver en difficulté. Donc, et j'ajouterais très vite qu'il est de plus en plus dans ce climat passionné sur le plan où les passions l'emportent sur la raison. Il est de plus en plus difficile de pouvoir discuter raisonnablement avec, par exemple, des Russes, des Chinois, des Turcs, et ainsi de suite. Face à ces menaces et à ces urgences surtout, est-ce que l'Europe est capable de singulariser? Parce qu'on voit que les États-Unis, ils ont un plan de guerre économique, guerre notamment avec des cibles précises, et on le sait aujourd'hui, vous l'aviez dit, la Chine, qui reste dans la ligne de mire. Et comment aujourd'hui se démarquer alors qu'on va vers une forme de catastrophe généralisée, non? Bon, je ne veux pas dire on va, parce que ça donne une impression de déterminisme à laquelle je me refuse. Bon. Le risque, oui, est très grand. Alors, l'Europe, c'est la voie de la sagesse, la construction de l'Europe. La question, c'est comment faire, quelle Europe, etc. Bon, nous voyons bien que cette Europe qu'on veut élargir, quand on dit qu'on va élargir à l'Ukraine, etc., dans l'immédiat, c'est totalement déraisonnable. L'Ukraine, d'un point de vue, ce n'est pas possible de faire entrer l'Ukraine dans l'Europe tout de suite. C'était déjà pas possible avant pour de nombreuses raisons. Et là, il y a une espèce de démagogie, si vous voulez. On peut trouver des solutions. C'est ce que le président Macron cherche à faire, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il est suffisamment entendu? Je n'en suis pas sûr. Bon. Maintenant, la question européenne, donc la poursuite de la construction européenne, on n'a pas le choix, parce que si l'Europe part aussi à volo, je ne crois pas que ça arrangera les affaires du monde. Mais il faut que nous soyons capables de nous organiser pour pouvoir déjà dire clairement quels sont nos intérêts communs. Et ces intérêts communs ne sont pas forcément identiques à ceux des États-Unis. Voyez-vous ? Et ça, c'est un problème majeur. Aujourd'hui, personne n'ose le dire clairement. Et le corollaire de ça, c'est la question de l'autonomie stratégique. Tout le monde a dit, après le début de la guerre d'Ukraine, voilà, l'Europe, l'autonomie stratégique, etc. Mais on semble l'oublier. Eh bien, je crains que cette autonomie stratégique, en réalité, ne se transforme en organisation, les doigts sur les coutures du pantalon, du suivisme d'une politique américaine que nous n'avons pas, encore une fois, vocation à suivre intégralement. Ce n'est pas une question de tout ou rien. Et s'agissant des États-Unis, les États-Unis traversent actuellement une crise majeure à l'intérieur, comme on n'a jamais vu dans les gens
ma génération, mais celle d'avant aussi, on n'a jamais vu cette situation, l'unité, la fragilité interne des États-Unis. Et qui nous dit qu'il ne va pas y avoir un autre Trump, qui décidera brusquement aussi de se retirer de l'OTAN. Et à ce moment-là, on sera bien malin, nous qui aurons organisé tout notre système en dépendance vis-à-vis des États-Unis. On voit bien l'utilité de votre expertise dans ce mouvement brownien d'un monde totalement en recomposition, décomposition. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'espoir, pour terminer cet entretien, d'un nouvel ordre mondial possible, en pointillé, pour un peu casser les incertitudes actuelles? Alors, d'abord, l'espoir toujours. Si on n'a pas l'espoir, si on n'a pas si on ne croit pas qu'on peut changer, dévier le cours naturel des catastrophes, entre guillemets, à ce moment-là, il n'y a qu'à se mettre sous sa couette et attendre que ça se passe. Quand on est un peu homme d'action, on se doit d'avoir l'espoir. Bon. Mais il faut en revenir à des idées simples. Par exemple, la Russie sera toujours là. Et il faut songer, moi je préconisais ça depuis longtemps, d'ailleurs c'était aussi un peu la politique de la France, je crois, de reconstruire un système de sécurité en Europe dans lequel la Russie et d'autres ont leur place. Oui. Tôt ou tard, il va falloir retrouver ce genre d'idées. Dans l'immédiat, il faut sortir de la folie des passions et de l'idéologie qui, malheureusement, joue un rôle trop important. Et j'ajouterais une chose, c'est que je crois qu'on n'a pas suffisamment, en tout cas dans la presse que je lis, couramment souligné que cette guerre, du point de vue de la communication, apporte des innovations absolument extraordinaires. Le président Zelensky, qui est un comédien, il faut s'en souvenir, utilise ça, avec ses conseillers américains du reste, d'une manière tout à fait extraordinaire. Il est partout, à l'ouverture du festival de Cannes, à la Sorbonne, enfin ou plutôt à Sciences Po, pour parler aux étudiants. Il parle devant l'Assemblée nationale française pour nous faire des remontrances et ainsi de suite. Tout ça, c'est tout à fait extraordinaire et c'est probablement un sujet à creuser aussi. Il y a tellement de sujets passionnants à partager avec vous, mais on est limité malheureusement par le temps. Mais je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres et que vous avez vraiment une cérébralité riche et forte. Je rappelle que vous êtes le créateur et le fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci Thierry de Montbrial d'avoir été notre invité et d'avoir permis de nous éclairer sur les enjeux géopolitiques d'aujourd'hui. Merci à vous. À très bientôt.